Mattia Binotto n'est plus, et Frédéric Vasseur est le seul choix intelligent pour sa succession à la tête de la Scuderia Ferrari. Oui, cette affirmation peut vous paraître bien péremptoire, surtout lorsque l'on sait que le poste de team principal au sein des Rouges relève désormais plus de la malédiction qu'autre chose. Pourtant, après l'annonce de la démission de l'Italien le 29 novembre dernier et les noms qui ont circulé en vue de combler le siège vacant, c'est bel et bien l'actuel boss d'Alfa Romeo qui, en plus d'être le successeur pressenti, pourrait être l'une des solutions clés que la Scuderia attend depuis plus d'une décennie. Afin de comprendre pourquoi, on ne va pas tant évoquer le personnage Vasseur et ses atouts que la maladie qui ronge la Scuderia depuis 15 ans et que le français pourrait participer à traiter. Pour ce faire, l'échec du mandat de Binotto s'avère être un exemple très éclairant puisqu'il incarne le spasme d'un système en bout de course chez Ferrari. Un échec qui puise son origine dans deux raisons majeures. L'une est concrète et managériale, l'autre est structurelle et psychologique. Alors s'agissant de l'échec managérial, on ne dissertera pas des heures sur une évidence pointé par tous. Le leadership de Mattia Binotto de 2019 à 2022 fut assez médiocre à bien des égards, même s'il n'a pas été aussi désastreux qu'on a bien voulu le dire. Rappelons tout de même qu'il fut l'un des principaux artisans du redressement de la Scuderia après le marasme de 2020. Le trio de choc nommé par Binotto lui-même est composé d'Enrico Cardile pour la performance générale, d'Enrico Gualtieri pour le développement moteur et de Fabio Montecchi pour la conception et l'évolution du châssis est un exemple parlant de ce redressement spectaculaire qui a vu les Rouges passer de la P6 au championnat constructeur en 2020 à la P2 seulement 2 ans plus tard. En soi, rien d'étonnant quand on sait que Binotto lui-même est un ingénieur de génie. Pourtant, c'est précisément cette réussite qui n'a fait que confirmer que l'Italien n'était pas à sa place en tant que team principal. Car là où le mandat Binotto a pêché, c'est sur deux points complètement indépendants de la performance automobile stricto sensu. D'abord, un manque clair de leadership en interne. L'Italien a impulsé tantôt de son plein gré, tantôt malgré lui, un management horizontal et vecteur de concertation, de discussion et de consensus, mais qui très vite s'est transformé en tergiversation, en cacophonie et en désorganisation à tous les niveaux du fonctionnement de l'écurie. Les stratégies fomentées par l'Espagnol Iñaki Rueda sont ainsi devenues de plus en plus hésitantes, comme à Monaco ou Budapest cette année. Les pit-stops se sont effectués d'une manière de plus en plus chaotique, et la gestion de la paire de pilotes et de son ego, qu'elle s'appelle Leclerc-Vettel ou Leclerc-Sainz, s'est ramollie, au point de faire perdre des opportunités à l'ensemble de l'équipe. Ensuite, c'est la communication auprès des médias qui est l'autre grande tare des 4 années Binotto. Ce dernier a en effet passé son temps à tendre le bâton pour se faire battre, et la saison 2022 en est le triste reflet. Afin d'alléger le poids de la pression sur ses épaules et celle de son équipe, il avait d'abord tenté vainement de modérer les attentes des médias dès le mois de mai 2022, en indiquant que l'objectif de Ferrari n'était pas la gagne à tout prix. Une déclaration qui pourtant a provoqué l'effet inverse de celui escompté, car elle fut interprétée au mieux comme un refus d'obstacle et au pire comme un manque cruel d'ambition. L'autre élément de langage foireux sera ressorti quelques mois plus tard, après le fiasco stratégique de Budapest, ayant rétrogradé Leclerc de la P1 à la P6 en quelques minutes, et que Binotto imputera à un prétendu manque de compétitivité de la SF75. Une absence de mea culpa et un comportement d'autruche qui finalement n'auront fait que cristalliser une attention médiatique que Ferrari souhaitait précisément éviter. Donc oui, au regard de ses récentes performances managériales et du bad buzz médiatique que ces dernières ont déclenché, le capitaine de navire Binotto devait être poussé vers la sortie malgré ses bons et loyaux services de 28 ans d'âge. Pourtant, gardons bien en tête que l'Italien n'est qu'un arbre, que dis-je, un baobab qui cache une forêt immense et qui travaille la Scuderia depuis plus d'une quinzaine d'années. Car à la raison managériale s'ajoute une raison plus structurelle, plus psychologique, plus insidieuse et qui va bien au-delà du seul Mattia Binotto. L'énoncé de ce problème de fond est le suivant. Progressivement, depuis l'âge d'or Todd Schumacher-Brown, Ferrari est redevenue une écurie bien trop italienne dans son management. Une stratégie amorcée en 2005 par l'ancien président de Ferrari Fiat, Luca Di Montezemolo, exacerbée par le regretté Sergio Marchionne et poursuivie brièvement par Luis Camilleri. Si bien que depuis le départ de Jean Todt fin 2007, seuls des Italiens ont repris la barre en tant que team principal. Stefano Domenicali de 2008 à 2013, Marco Mattiacci en 2014, Maurizio Arrivabene de 2015 à 2018 et bien sûr Mattia Binotto de
depuis 2019, avec comme maigre bilan un seul titre glané, constructeur en l'occurrence, en 2008. Alors sur ce point, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas là d'insinuer qu'un Italien ne saurait pas manager, ou dans l'absolu serait moins efficace qu'un dirigeant allemand ou français. Il s'agit plutôt de remettre en cause la pertinence d'un directeur italien chez les Rouges au sein d'une vitrine aussi médiatique que la Formule 1. En fait, il faut bien comprendre que le rapport qu'entretient Ferrari à la nation italienne dépasse tout ce que l'on peut connaître avec, par exemple, Renault pour la France ou Mercedes pour l'Allemagne. Sergio Marchionne l'expliquait très simplement en 2015, alors qu'après une saison 2014 décevante, des rumeurs voyaient la Scuderia s'implanter en Grande-Bretagne pour y optimiser le développement de son groupe propulseur. Ferrari est l'Italie, lâchait l'ancien président du groupe Ferrari Fiat en guise de démenti. Ceci explique que le niveau d'attente, donc de pression exercée par les tifosi, les médias italiens et la direction du groupe, atteint souvent un niveau stratosphérique que les têtes dirigeantes de la Scuderia peinent de plus en plus à gérer, particulièrement à l'ère de la mondialisation, des réseaux sociaux et de l'exposition médiatique grandissante de la F1 actuelle. Or, si ce management est surdominé par des Italiens façonnés dans le moule Ferrari, comme ils l'ont tous été de Domenicali à Binotto, eh bien fatalement, un manque de recul par rapport à cette pression médiatique et nationale se fait d'autant plus sentir lorsque la Scuderia est attendue au tournant, de sorte que pour expliquer les innombrables erreurs de stratégie, de pit-stop ou de pilote ces dernières années, on ne peut pas nier qu'au-delà d'un mauvais calcul mathématique, d'un pistolet désaxé ou d'un virage mal négocié, se cache un poids invisible, mais néanmoins dévastateur. Ce poids s'appelle l'Italie. Par conséquent, le problème de Ferrari en F1 n'est pas le désastre de 2020, mais plutôt le gâchis de 2022. Le problème de Ferrari n'est pas de courir avec une voiture mal née, mais au contraire, de disposer d'une monoplace suffisamment compétitive pour susciter des attentes. Le problème de Ferrari, ce n'est pas tant Mattia Binotto que l'italianisation excessive de la Scuderia dans des postes stratégiques et qui tend à rendre l'équipe trop perméable à la pression de toute une nation, relayée de manière impitoyable par les médias transalpins, de la Gazzetta dello Sport à la Corriere della Sera. Donc si on prend en compte ces deux grandes raisons expliquant l'échec de Binotto et de Ferrari ces dernières années, on comprend mieux pourquoi le triptyque Todd, Brown, Schumacher était surnommé la Dream Team au milieu des années 2000. Une direction désitalianisée et un peu plus détachée de la pression médiatique et de celle des tifosi. Un management très vertical signé Jean Todt, avec une pratique du pouvoir à la française très centralisée, très jacobine. Un génie flegmatique incarné par les anglo-saxons Ross Brawn côté stratégie et Rory Byrne côté développement. Sans oublier la rigueur allemande impitoyable que Michael Schumacher a apporté à son équipe 10 ans durant en tant que pilote numéro 1. Le voilà, le cocktail magique qui, agrémenté d'une couche d'ingénieurs et de mécanos italiens passionnés, avait permis à la Scuderia de dominer la première moitié des années 2000. Alors si on ne peut pas simplement copier-coller la recette d'un succès passé en espérant le même résultat, on peut néanmoins s'en inspirer pour résoudre l'équation épineuse que Binotto a laissée pour sa succession. Et dans ce contexte, parlons pour conclure de l'ombre qui plane sur cette analyse depuis le début, celle d'un certain Frédéric Vasseur. L'actuel team principal d'Alfa Romeo semble en effet être le seul profil disponible à cocher toutes les cases que la Scuderia ne remplit plus depuis des lustres. D'une, c'est un dirigeant compétent qui a révolutionné le management en GP2 et qui a brillamment mené la restructuration d'Alfa Romeo depuis 2019, tout en affinant ses qualités de direction au sein du groupe Sauber Motorsport. De deux, Vasseur est un adepte d'un management vertical et d'une construction d'équipe autour d'un pilote catalyseur. Ces 25 dernières années, tous les bons projets ont été construits autour d'un pilote de référence. Ferrari avec Schumacher, Renault avec Alonso, Red Bull avec Vettel et Mercedes avec Hamilton. Voilà ce qu'expliquait le Français en mars 2018. Dans ce cadre, tout porte à croire qu'il ferait de son ancien protégé Charles Leclerc son pilote numéro 1 chez Ferrari au détriment de Carlos Sainz, chose qui n'a jamais été actée malgré les évidences sportives de 2022. De 3, Vasseur n'est pas italien, il ne parle pas la langue et n'est pas encarté de longue date au sein du cheval cabré comme peut l'être un Laurent Mekies par exemple, ce qui lui permettrait d'observer un détachement plus sain à l'égard de la pression transalpine. Quatrième et dernièrement, il s'agit d'une personnalité décalée et transparente qui se distingue par des éléments de langage habilement placés, par une attitude cash et par une résilience incontestable face aux médias, ce qui, dans l'exercice de ses éventuelles fonctions chez Ferrari, serait un plus considérable. Vous l'aurez compris, au regard des problèmes intrinsèques chez les Rouges évoqués dans cette analyse, eh bien ignorer le profil de Fred Vasseur pour le rôle de team principal relèverait de l'erreur tragique pour la Scuderia. Alors ne soyons pas binaires non plus, une éventuelle intronisation
nomination de Vasseur ne surmonterait probablement pas tous les obstacles présents sur le chemin de Ferrari du jour au lendemain. Italien ou pas, la pression intrinsèque à Ferrari sera toujours là, et ce n'est pas Jean Todt qui avait tenté de démissionner à l'été 1996 qui vous dira le contraire. En outre, on connaît certes les talents de Frédéric Vasseur en vue de restructurer une petite équipe de F1 ou de GP2, tout en dénichant des pépites de pilotage, de Lewis Hamilton à Charles Leclerc en passant par Nico Rosberg. Mais son expérience dans des mastodontes comme Renault en 2016 est elle beaucoup plus discutable. Enfin, la philosophie Vasseur, celle d'ériger un pilote comme figure de proue de l'équipe, ne tiendrait qu'à la volonté du pilote élu, en l'occurrence Charles Leclerc, d'embrasser ce destin. Sauf que le manque de fermeté en interne du monégasque, qu'on a trop souvent constaté en 2022, et qu'on peut opposer à l'influence politique grandissante de Carlos Sainz et de sa famille chez les Rouges, laisse planer le doute quant à la pleine capacité de Vasseur ou de quiconque à gérer deux pilotes à l'ego inégal. Il n'en reste pas moins que cette nomination pourrait permettre de traiter la dépression chronique chez Ferrari en commençant enfin par le bon bout, même si cela risque de se traduire dans un premier temps par une instabilité managériale et par des résultats sportifs inconstants. Pour l'actuel président du groupe Ferrari Fiat John Elkann, voilà ce qu'on appelle un saut de la foi. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors je vous laisse me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez de la situation actuelle de Ferrari et si Fred Vasseur est le bon profil pour la succession de Mattia Binotto. À la prochaine pour un prochain podcast, allez, ciao!